L'un des grands épisodes épiques de la Bible met en scène une armée de nomades qui surgit du désert et abat par la seule force de sa foi les remparts d'une forteresse réputée inexpugnable. L'histoire de la bataille de Jéricho, remportée par Josué grâce aux fameuses trompettes, constitue l'une des pages les plus marquantes et les plus controversées de l'histoire ancienne. Ce ne fut d'ailleurs pas la seule victoire de Josué. Si l'on en croit la Bible, il conquit ensuite à la tête de son armée tout le pays de Canaan, la terre promise des Israélites. Le peuple hébreu était sans doute présent dès la plus haute antiquité dans la région que se partagent aujourd'hui Israël et les territoires palestiniens. Ces revendications sur cette terre restent aujourd'hui encore source de conflits. Faut-il croire, comme certains, que tout a commencé avec la bataille de Jéricho ? Une équipe de chercheurs s'est penchée sur cette question en s'appuyant sur les découvertes archéologiques et scientifiques les plus récentes. Ces conclusions sont stupéfiantes. Nous sommes au Proche-Orient, il y a quelques 3000 ans. Une région qui déjà est un vaste champ de bataille. Sur les hauteurs qui se dressent au nord-est de la mer Morte, un homme s'apprête à lancer une vaste offensive. Josué a succédé à Moïse à la tête des Israélites. C'est l'une des plus grandes figures guerrières de la Bible. Il tourne son regard vers l'ouest, au-delà de la vallée du Jourdain, là où s'étend la terre promise. C'est là qu'Abraham, son ancêtre, est né. C'est là, pense Josué, que les siens doivent retourner vivre. Le seul problème, c'est que le pays est déjà occupé par un autre peuple, celui des Cananéens. Josué va devoir se battre pour le conquérir. Il n'est pas seul. Il est à la tête d'environ 150 000 personnes, les descendants des Hébreux qui ont fui l'esclavage où ils étaient maintenus en Égypte. Ils errent depuis 40 ans dans le désert. Ils vont maintenant entrer en guerre. Pour commencer, ils ont jeté leur dévolu sur la forteresse cananéenne de Jéricho. Selon Rachel Avrolock, spécialiste de la Bible hébraïque, il s'agit d'un tournant déterminant dans l'histoire des anciens Hébreux. C'est l'histoire d'une naissance, des origines d'une nation. À bien des égards, c'est vraiment la genèse de l'Israël antique. La bataille de Jéricho n'est qu'un début. Le premier épisode d'une guerre sainte qui verra la victoire éclair de Josué et des Israélites sur les Cananéens qui seront tous passés au fil de l'épée. Une histoire sanglante qui n'est toujours pas terminée. Car la guerre de Josué se poursuit aujourd'hui. D'un côté, vous avez les Palestiniens qui disent être les descendants des Cananéens. De l'autre, les Israéliens qui affirment être les fils des Israélites. Le conflit se perpétue. Les deux peuples revendiquent une même terre. On retrouve aujourd'hui le même antagonisme qu'il y a 3000 ans. Si Josué a vraiment vidé le pays de Canaan de ses habitants avant de se l'approprier, il doit bien rester des traces de ses faits d'armes. Or, on n'a pas retrouvé grand-chose qui puisse étayer cette histoire. Aucune preuve archéologique de l'existence de Josué n'a jamais été faite. Il ne nous est connu que par la Bible, par le livre qui porte son nom. Un ouvrage rédigé vers l'an 500 avant notre ère, environ 1000 ans après la date où la conquête est censée s'être déroulée. Pourtant, la plupart des spécialistes se refusent à considérer cette histoire comme totalement fictive. Beaucoup estiment qu'elle pourrait avoir été inspirée par des faits réels. Comme dans la plupart de ces histoires, il y a un peu de vrai à l'origine, au milieu d'éléments inventés par la suite. Quelle est donc la part de réalité qui se cache derrière la légende de la bataille de Jéricho ? Une question sur laquelle se sont interrogées des générations de chercheurs et qui a donné lieu à une véritable enquête policière étalée sur des dizaines d'années.
Pour tenter d'y répondre, des experts de tous les pays ont passé au crible le site de la première bataille de Josué. La ville moderne de Jéricho est une oasis, située dans la vallée du Jourdain. William Dever est archéologue. Il connaît la région comme sa poche. Jéricho est un site exceptionnel. C'est certainement le plus important site de la vallée du Jourdain, au sud de la mer de Galilée. Toute son histoire tient au fait qu'il existe à cet endroit une source d'eau. Cette source approvisionne aujourd'hui encore en eau potable la population de la ville moderne. Non loin de là, s'élève une sorte de colline désertique. Il s'agit d'un tumulus, d'un tel constitué par les ruines des villes qui se sont succédées ici au fil des millénaires. L'une d'elles pourrait être la Jéricho de Josué. Le Britannique John Garstang fut l'un des premiers archéologues à se pencher sur cette question. Il enseignait à l'université de Liverpool. Les rapports des fouilles qu'il a effectuées sont conservés dans les collections dont Felicity Cobbing a la charge. Ces photos ont été prises entre 1931 et 1936. Les clichés pris par John Garstang témoignent de l'importance des découvertes de l'archéologue. John Garstang a mis au jour des vestiges qui étaient selon lui directement liés au récit biblique de la conquête de Jéricho par Josué. 2 murs défensifs, parallèles, au sommet de la colline de Jéricho. 2 murs très épais, en briques crues, manifestement très robustes. En se référant à des fragments de poterie, John Garstang parvient à dater ces murs de briques aux alentours de 1400 avant notre ère, c'est-à-dire exactement à l'époque où, selon la Bible, se serait déroulée la bataille de Jéricho. De plus, les auteurs du récit expliquent que la cité attaquée par Josué était puissamment fortifiée. Exactement ce que semblent indiquer les fouilles menées par l'archéologue britannique. Il découvre en outre que les murailles de briques ont été construites sur des fortifications antérieures, en pierre celle-là. Nous sommes en présence d'un dispositif défensif typique du milieu de l'âge de bronze, avec un mur de soutènement qui servait surtout à maintenir les flancs du tel. Ce mur mesurait au moins 5 mètres de haut. Il était surmonté d'un premier rempart de briques crues. Au-dessus, une bande de terrain escarpé recouverte de chaux montait jusqu'à un second mur de briques, de 2 mètres d'épaisseur et d'au moins 5 mètres de hauteur. Pour une armée d'envahisseurs, Jéricho devait paraître une forteresse inexpugnable, un vaisseau qui dominait d'une 20aine de mètres la vallée du Jourdain. John Garstang semblait bien avoir découvert la ville décrite dans la Bible. John Garstang avait découvert, ou pensait avoir découvert, les murs que Josué était censé avoir détruits, ce qui fit la une de la presse. L'archéologie semblait donc confirmer que le récit de la Bible n'était pas un mythe. L'Ancien Testament lui-même pourrait d'ailleurs contenir d'autres indices révélateurs. En effet, si l'on en croit Eric Klein, archéologue spécialiste d'histoire militaire, la description de la bataille qui est faite dans le livre de Josué est tout à fait crédible. Que Josué ait voulu attaquer Jéricho, cela paraît tout à fait logique. Jéricho était une oasis, donc un objectif très intéressant, un endroit où il y avait de l'eau et des vivres. La ville ouvre en outre la voie au plateau du centre de la région. Pour y accéder, il faut forcément prendre Jéricho. Il n'y a pas d'autre solution. La géographie des lieux n'est pas le seul argument qui plaide en faveur de la thèse du récit véridique. La tactique employée par Josué est loin d'être fantaisiste. Josué apparaît dans la Bible comme un excellent stratège. C'est un très bon général. Je le comparerais à quelqu'un comme Patton ou Montgomery. À l'instar de ces 2 généraux de la Seconde Guerre mondiale, Josué prépare minutieusement son offensive, en s'appuyant sur une arme essentielle, le renseignement militaire.
Selon la Bible, il envoie des espions pour inspecter la ville. 2 de ces hommes pénètrent ainsi dans Jéricho. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Nos 2 espions de choc s'empressent d'aller rendre visite à un établissement tenu par une prostituée. Un réflexe qui n'est peut-être pas si surprenant. Certains textes anciens indiquent en effet que les maisons de prostitution faisaient office d'auberge dans l'Antiquité. C'était l'endroit idéal pour rencontrer du monde et recueillir des informations. Il n'y a pas mieux informé qu'une prostituée ou une courtisane. Ils ont ainsi pu obtenir très vite les renseignements qu'ils cherchaient. Le comportement des Israélites semble donc tout à fait plausible. Jéricho était bien un objectif stratégique de premier plan, et l'espionnage, une technique classique. Mais que sait-on des habitants de la ville ? À en juger par la taille de la ville antique de Jéricho, elle devait abriter environ 12 000 personnes, femmes et enfants compris, qui appartenaient, nous dit-on, au peuple des Cananéens. Là encore, le récit de la Bible semble confirmé par les découvertes archéologiques. Des fouilles entreprises à la périphérie de la ville ont débouché sur une découverte extraordinaire. Des tombes contenant des squelettes vieux de 3500 ans. Les restes de Cananéens inhumés avec de nombreux objets funéraires qui restituaient les habitants de Jéricho dans un ensemble plus vaste, dans une culture cananéenne fondée sur un réseau de cités-États répartis sur un territoire aujourd'hui partagé entre la Syrie, le Liban, Israël et la Jordanie. Mais pour l'archéologue Jonathan Tubb, l'histoire des Cananéens ne se limite pas à ce que nous en dit la Bible. Influencé par la description qu'en fait la Bible, on imagine souvent les Cananéens comme des brutes obscures, ce qui est totalement faux. Ce sont des citadins très évolués. C'est ce qu'indiquent les bijoux et les objets de métal que nous avons retrouvés, jusqu'aux poteries utilisées au quotidien, qui sont souvent très raffinées. Ce sont des gens qui apprécient les bonnes choses. Les archéologues ont en outre découvert que les Cananéens ont été les premiers à utiliser un alphabet. Un système de 40 lettres qui a remplacé l'écriture symbolique dite cunéiforme, employée jusqu'alors dans la région et qui a donné naissance aux alphabets modernes. Les Cananéens étaient manifestement des commerçants, influencés par d'autres civilisations comme celle de la Grèce ou de l'Égypte. Certains bijoux sont magnifiques. Celui-ci est intéressant, car il a la forme d'un bouton de lotus, ce qui dénote une forte influence égyptienne. La Bible ne parle pas des qualités des Cananéens. C'est normal puisqu'elle les présente comme les ennemis jurés des Israélites. Les espions de Josué allaient certainement avoir beaucoup de choses à raconter. Mais comme bien souvent dans ce métier, ils finissent par être repérés. La Bible raconte que le roi de Jéricho apprit qu'une prostituée du nom de Rahab hébergeait 2 espions. Le souverain de Jéricho veut absolument mettre la main sur ses espions. Comment a-t-il su qu'il se trouvait chez Rahab? Je suppose qu'il disposait lui aussi d'agents de renseignement. Si l'on en croit la Bible, Rahab est alors confronté à une cruelle alternative. Livrer ses hôtes, les vouant ainsi à une mort certaine, ou trahir son peuple en les protégeant. Elle déclare aux espions qu'elle sait qu'ils vont conquérir le pays, que Dieu leur a promis cette terre. C'est elle qui prend les choses en main. En cachant les 2 hommes sous des tiges de lin entreposées sur le toit de sa maison. Les soldats cananéens ne tardent pas à arriver. Mais Rahab parvient à les convaincre que les espions sont partis. Sur ces indications, les soldats se lancent à leur poursuite. Avant de laisser partir ses protégés, Rahab leur fait promettre de l'épargner, elle et toute sa famille, lorsque les Israélites attaqueront la ville.
les espions lui donnent leur parole et regagnent leur camp. Jusque-là, l'archéologie et la science militaire confirment donc point par point le récit que la Bible fait des préparatifs de la bataille. L'épisode le plus marquant de cette épopée reste cependant l'attaque de la ville, prise, selon la légende, grâce au son des trompettes. Si l'on en croit la Bible, Josué aurait commencé par traverser le Jourdain pour établir une tête de pont sur la rive droite du fleuve, à moins de 2 km de Jéricho. La suite est plus surprenante. Au lieu de marcher sur la ville, Josué ordonne à ses troupes d'en faire le tour. Pendant 6 jours, une fois par jour, toute l'armée israélite défile ainsi en procession autour de la ville, accompagnée de prêtres faisant sonner leurs trompes. Peut-être la réalité cède-t-elle ici la place à la fiction. Mais ce n'est pas si sûr. D'autres armées dans l'histoire semblent avoir eu recours à la même tactique. Nous savons que les Romains appliquaient parfois une stratégie qui consistait à s'approcher d'une place forte pour se retirer immédiatement et de répéter cela plusieurs fois afin d'endormir la vigilance des habitants, de leur donner un faux sentiment de sécurité pour mieux les surprendre le moment venu. Cette procession autour de Jéricho pourrait donc s'expliquer. En revanche, le rôle attribué aux trompes utilisées par les prêtres semble relever de la pure fantaisie. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. La religion juive est née parmi les anciens Israélites. L'usage de trompes fait toujours partie du rituel. Ces instruments n'ont toutefois rien à voir avec les trompettes modernes, comme nous l'explique Alan Friedman, qui est lui-même musicien. C'est certainement de ce type de corne que se sont servis les prêtres à Jéricho. C'est une corne de chèvre sauvage, une corne de bouquetin. Cet instrument primitif intéresse tout particulièrement David Luhmann, qui est expert en acoustique. Il étudie notamment le rôle des sons dans les religions anciennes. L'histoire de Josué le passionne bien sûr au plus haut point. Avec l'aide d'Alan Friedman, il va analyser le spectre sonore de la trompe des anciens Hébreux, dans l'espoir de mettre en évidence son rôle dans la bataille de Jéricho. David Luhmann étudie ensuite en laboratoire l'enregistrement qu'il a réalisé. Il est bien placé pour savoir que les sons peuvent se prêter à un usage militaire. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine l'avait chargé de construire un caisson étanche pour y effectuer des essais acoustiques de haute intensité. L'expérience faillit un jour tourner au drame. Un joint d'isolation ayant cédé, les ondes sonores se dispersèrent à l'extérieur, terrorisant l'un des techniciens présents ce jour-là. L'un des techniciens, un homme parfaitement sain de corps et d'esprit, a pris ses jambes à son cou en entendant le bruit qui sortait du caisson. Il n'est revenu que plusieurs heures après. Personne n'a osé lui faire de remarques. Une simple onde sonore peut terroriser quelqu'un, le paniquer complètement. Les trompettes de Jéricho pourraient-elles avoir eu le même effet? Une seule trompe fait déjà beaucoup de bruit. À 3 mètres de distance, on enregistre entre 93 et 94 décibels. Maintenant, si vous prenez 7 trompes, cela va donner 93 décibels plus 8,5 décibels, ce qui est à peu près le niveau sonore que l'on enregistre pendant un concert de rock. Ainsi, Josué pourrait s'être servi des trompes non pas comme d'un instrument de musique, mais comme d'une arme. Je pense que le son joue un rôle essentiel dans le livre de Josué. Il sert à instiller la peur, à impressionner. Mais selon la Bible, les trompettes de Jéricho n'auraient pas seulement servi à terroriser la population. Le siège aurait pu durer des années. Or, il ne dure qu'une semaine. Le 7e jour, les Israélites ne tournent pas une, mais 7 fois autour de la ville. Puis, les 40 000 assaillants poussent un cri de guerre assourdissant.
Mettez-vous à la place d'un habitant de Jéricho. Cela fait une semaine que vous voyez ces gens défiler, et soudain ils se mettent tous à hurler au moment précis où vous avez besoin de parler avec les vôtres, de leur dire de se préparer. On ne s'entend plus parler. En face, les Israélites savent pertinemment ce qu'ils ont à faire. Le vacarme ne les gêne pas. C'est à ce point du récit biblique qu'intervient l'événement le plus spectaculaire. Le bruit des trompettes et la clameur des assaillants auraient, dit-on, fait écrouler les murailles de briques. Escaladant les décombres, les soldats de Josué se seraient alors rués sur les défenseurs cananéens. Pour finalement, selon la Bible, massacrer toute la population. Tous les habitants de Jéricho auraient été tués, sauf Rahab et sa famille. Puis, leur cité, qui régnait encore la veille sur la région, aurait été incendiée. Mais si l'on peut admettre que le bruit ait terrorisé et désorienté les habitants de Jéricho, on imagine mal qu'il ait pu détruire les remparts de la ville. C'est une hypothèse qui intrigue beaucoup le professeur Barry Gibb du département de recherche acoustique de l'Université de Liverpool. Avec l'aide de son collègue Gary Seifert, il étudie l'impact du son sur les solides. Le son peut détruire une structure, dans la mesure où le son est de fait une pression. Qu'une pression est une force et que toute force, si elle est assez élevée, peut faire bouger un corps. On va pouvoir commencer. C'est parti. Barry Gibb et Gary Seifert mènent actuellement une série d'expériences dans l'espoir de mettre en évidence les paramètres scientifiques de ce phénomène. Je suis en train de mettre un peu de poudre dans un entonnoir. L'idée est de voir si une onde sonore parvient à faire couler cette poudre. La poudre utilisée dans cette expérience est en fait du simple plâtre. Le raisonnement étant que si un son peut la faire bouger, il peut également avoir un effet sur un objet solide. Le son est produit par une trompe géante placée dans la pièce voisine. Les chercheurs suivent les opérations de loin, dans un autre local. L'expérience commence. Tu as réinitialisé? Oui. L'image te convient? Oui. C'est bon. La trompe n'est pas activée, le plâtre reste dans l'entonnoir. Lorsqu'on la met en marche, l'effet est immédiat. Le plâtre s'écoule comme un liquide. Barry Gibb ne peut pas pour l'instant expliquer avec certitude ce phénomène. Il pense néanmoins que l'onde sonore casse les liaisons entre les particules de plâtre. En tout cas, l'effet est spectaculaire et il n'est pas exclu qu'un objet solide puisse également être affecté par les ondes. C'est une brique semblable à celles qui ont servi à construire les murs de Jéricho. Nous allons maintenant remplacer le plâtre par cette brique et renouveler l'expérience. La procédure est la même que la première fois. Si la brique se désintègre, une partie du mystère qui entoure la destruction des murs de Jéricho sera peut-être élucidée. Le niveau sonore produit en laboratoire est sensiblement plus élevé que celui que pouvaient atteindre les trompettes de Josué. Si la brique ne bouge pas, il est peu probable que le son de ces dernières ait pu endommager l'enceinte de Jéricho. La brique n'a pas été altérée lors de cette expérience préliminaire. Même les particules de surface paraissent intactes. Au vu de ces résultats, je dirais que si les murs de Jéricho sont tombés, ce n'est pas sous l'effet d'une onde sonore. Les observations des deux chercheurs n'infirment cependant en rien la thèse selon laquelle les murailles de la ville se seraient écroulées, ouvrant la voie à la mise à sac de Jéricho. Cette version des faits semble d'ailleurs confirmée par les fouilles menées par John Garstang dans les années 1930. Les murs qui, pour John Garstang, étaient ceux de la ville prise par Josué,
présentait des traces de destruction certaines, comme on peut le voir sur certains des clichés qu'il a pris. Les découvertes des archéologues semblent également attester un autre point mentionné dans la Bible, l'incendie de Jéricho. John Garstang a notamment démontré que la ville entière avait été dévorée par les flammes. Les remparts, les portes de la ville, les échoppes, les maisons d'habitation, tout avait manifestement été détruit. Manifestement, le simple son des trompes n'a pas pu engendrer de tels dégâts. Pourtant, de nombreux autres éléments du récit biblique sont confirmés par les travaux des archéologues. Si ce ne sont pas les trompes, qu'est-ce qui a bien pu faire tomber les murs de Jéricho? La clé du mystère se trouve peut-être dans un événement surprenant, survenu un peu plus tôt. Si l'on en croit la Bible, lorsque les prêtres israélites qui marchaient devant l'armée de Josué arrivèrent sur le bord du Jourdain, un phénomène singulier se produisit. L'eau se mit soudain à baisser. Les prêtres passèrent ainsi à sec à la tête des troupes de Josué. Un événement miraculeux, mais pas un fait unique dans l'histoire de l'humanité. Le Jourdain s'est également arrêté de couler à l'époque moderne, en juillet 1927. Ces photos d'époque nous en donnent la raison. La vallée du Jourdain avait été secouée par un tremblement de terre. Des glissements de terrain avaient barré le lit du fleuve, retenant l'eau pendant 48 heures. Exactement comme dans la Bible. En fait, les séismologues pensent aujourd'hui que Jéricho pourrait avoir été détruite par un tremblement de terre. Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, nous nous sommes rendus à l'Institut israélien de séismologie. Les données recueillies par les détecteurs installés en Israël, en Jordanie et en Cisjordanie sont centralisées ici. L'Institut surveille une importante faille qui suit la vallée du Jourdain. Cette faille s'accompagne de fractures moins importantes. L'une d'entre elles passe juste au-dessous du mur oriental de la Jéricho des temps bibliques. La cité se trouvait donc dans une zone d'activité sismique intense. D'ailleurs, les fouilles archéologiques menées sur le site ont révélé que la ville avait été frappée par des tremblements de terre à de multiples reprises. John Garstang avait lui-même pu s'en rendre compte. Jéricho a été frappé plus d'une fois par d'importants tremblements de terre. On relève au niveau des strates les plus anciennes des fissures très nettes qui traversent certaines tombes. Cette fissure, par exemple, a séparé la tête du défunt du reste du corps. Mais si la destruction des murs de Jéricho est l'œuvre d'un séisme et non des légendaires trompettes, que deviennent Josué et son armée triomphante? La terre aurait-elle eu la bonne idée de trembler exactement au moment où les Israélites donnaient l'assaut? Singulièrement, c'est ce que semblent indiquer les fouilles menées par John Garstang. John Garstang a mis en évidence un certain nombre de dégâts causés par un séisme sur les murs qui, selon lui, étaient mentionnés dans le livre de Josué. Ces dégâts sont manifestes. Éboulement de briques, réparation de fortune, rang de briques dans tous les sens. Les découvertes de John Garstang semblent donc établir le caractère véridique de presque tous les éléments du récit qui figurent dans la Bible. Josué aurait donc bien conquis la terre de Canaan, comme le veut la légende. Malheureusement, il y a un petit problème. Dans les années 1950, une nouvelle équipe d'archéologues se rendit à Jéricho. Elle allait remettre en cause toute cette belle démonstration. La nouvelle expédition est dirigée par une spécialiste de renom, la Britannique Kathleen Kenyon. Celle-ci s'est intéressée à Jéricho à la demande de John Garstang, qui l'a invitée à réexaminer les résultats de ses propres travaux. Kathleen Kenyon entame sa première campagne de fouilles en 1952.
Kathleen Kenyon a pu étudier en détail la succession extrêmement complexe des différentes phases d'occupation du site. Elle a ainsi pu relever une foule d'indices qui avaient totalement échappé à John Garstang. Ce dernier était notamment passé à côté d'un certain nombre d'éléments qui contredisaient totalement sa datation de la destruction de Jéricho. Kathleen Kenyon parvint ainsi à établir que les murs mis au jour ne s'étaient pas écroulés en 1400 avant notre ère, comme le pensait John Garstang, mais 150 ans plus tôt, en 1550. Si ces calculs étaient justes, la ville de Jéricho avait donc été réduite en ruine bien avant que Josué n'ait quitté l'Égypte. Un tremblement de terre en était peut-être la cause, mais la catastrophe ne s'était manifestement pas produite au moment de l'attaque supposée des Israélites, comme l'avait imaginé John Garstang. En outre, d'après Kathleen Kenyon, ce n'était pas le seul élément contredisant la version épique donnée dans la Bible. Si les Israélites étaient effectivement arrivés à Jéricho en 1400 avant notre ère, comme le veut la tradition, la ville qu'ils avaient trouvée ne ressemblait certainement pas à celle qui est décrite dans l'Ancien Testament. L'enceinte défensive était hors d'usage. La ville était pratiquement sans défense. Il y avait très peu d'habitants. Franchement, on ne peut guère parler de conquête héroïque. Mais si Jéricho a été prise sans coup férir, pourquoi l'arrivée des Israélites est-elle présentée comme une opération militaire de grande envergure? La Bible indique que l'armée de Josué n'a pas seulement investi Jéricho. D'autres cités auraient été détruites au cours de l'invasion. Mais les fouilles menées sur les autres sites ne sont guère plus concluantes. Les recherches archéologiques qui ont été faites sur les sites des villes que les Israélites sont censés avoir prises montrent que la plupart n'étaient même pas habités à l'époque de leur arrivée. Et les sites où l'on révèle des traces de destruction ne sont pas ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Donc l'archéologie ne confirme manifestement plus l'histoire de Josué telle qu'elle nous est contée dans la Bible. Les historiens se sont en outre rendus compte qu'aucune armée israélite, aussi puissante soit-elle, n'aurait jamais pu s'en prendre aux Cananéens. En effet, en 1400 avant notre ère, le pays de Canaan faisait partie du puissant empire égyptien, et les pharaons n'auraient certainement pas toléré que Josué envahisse l'une de leurs possessions. Il est inconcevable qu'un premier État d'Israël ait pu se constituer à l'époque, alors que l'Empire égyptien était à son apogée. C'est totalement invraisemblable. De fait, la quasi-totalité des fouilles entreprises depuis les années 1950 tendent à montrer que le récit de la Bible est très éloigné de la réalité historique. En 1400 avant Jésus-Christ, Jéricho était un simple village, pas une forteresse. Rien n'indique avec certitude que les autres conquêtes de Josué aient vraiment eu lieu, et le pays de Canaan était une dépendance de l'Empire égyptien. Il n'existe pour ainsi dire aucun élément historique ou archéologique qui permette d'affirmer que la ville a été détruite, et si elle l'a été, ce n'est certainement pas au XVe siècle avant notre ère, comme le voudrait la Bible. Je peux dire sans craindre de me tromper qu'aucun archéologue ni aucun exégète sérieux ne prend aujourd'hui l'histoire de la chute de Jéricho au pied de la lettre. La bataille miraculeuse menée par Josué ne serait donc finalement qu'un mythe. Dans ce cas, une nouvelle question se pose, tout aussi épineuse. Si les Israélites n'ont pas envahi le pays de Canaan, comment sont-ils arrivés là? Pour répondre à cette question fondamentale, il faut disposer de repères solides. Il faut savoir, par exemple, quand la présence des Israélites sur la terre de Canaan est attestée pour la première fois. C'est une donnée indispensable si l'on veut avoir une chance de démêler le vrai du faux. Or, cette date est connue, grâce à une étonnante découverte faite en Égypte, la stèle de Ménephta. Elle raconte l'histoire d'une campagne militaire menée par les Égyptiens dans le pays de Canaan sous le commandement de Ménephta, le fils du pharaon Ramsès II. La stèle de Ménephta, également appelée stèle d'Israël, est le premier texte qui mentionne Israël en dehors de la Bible. Elle daterait, d'après les estimations les plus récentes, de 1207 avant Jésus-Christ. Si les Israélites vivaient dans le pays de Canaan en 1207 avant notre ère, la conquête de Josué, si elle a vraiment eu lieu, a forcément débuté plus tôt. Quand exactement? Aucun élément ne permet de confirmer la date retenue par la tradition biblique, 1400 avant notre ère.
En revanche, un certain nombre d'indices donnent à penser qu'elle aurait pu se faire quelques 150 ans plus tard. Environ un siècle et demi plus tard, l'époque se prête beaucoup plus à un tel événement. Et les découvertes archéologiques pourraient dans une large mesure soutenir cette thèse. Les données archéologiques concernant la période qui se situe vers 1250 avant notre ère concordent toutes. Elles indiquent effectivement que la civilisation cananéenne s'est effondrée à cette époque, de manière souvent brutale. Les chercheurs ont pensé dans un premier temps qu'ils avaient là la preuve que Josué avait bien conquis le pays de Canaan, mais à une date plus tardive que ne le suggérait la Bible. Mais cette thèse a vite été démentie par d'autres fouilles entreprises dans la partie orientale du bassin méditerranéen. Ce qui avait détruit la société cananéenne avait également frappé toutes les civilisations de la région. Il fallait chercher ailleurs la cause du cataclysme qui s'était abattu sur cette partie du monde. Ce qui s'est passé à l'époque a été une révolution majeure dans l'histoire de l'humanité. L'annihilation de l'ancien monde suivie de l'émergence d'un monde totalement différent. Les causes de cette catastrophe restent inconnues. Mais une hypothèse encore controversée pourrait expliquer dans quelles conditions s'est réellement faite la conquête de la terre de Canaan. Selon cette théorie, la contrée aurait bien été détruite, non pas par une armée d'envahisseurs, mais par les forces de la nature. Par un tremblement de terre, plus exactement. Mais à la différence du séisme qui avait fait tomber les murs de Jéricho quelques 3 siècles plus tôt, celui-ci aurait ébranlé l'ensemble du monde méditerranéen oriental. Cette carte indique toutes les villes antiques détruites entre 1225 et 1175 avant notre ère. Certains de ces sites sont de première importance. Nous avons par exemple Mycène en Grèce, ou encore Troie, la légendaire Troie en Anatolie. Plus bas, nous avons un ensemble de sites qui se trouvent dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Cette autre carte indique les principaux mouvements sismiques enregistrés dans la même région au cours du XXe siècle. Si l'on superpose les deux cartes, la correspondance est frappante. La corrélation est presque parfaite. Nous avons ici un groupe de cités antiques qui ont été détruites et nous constatons que des tremblements de terre de forte intensité se sont produits exactement aux mêmes endroits à l'époque moderne. On a longtemps considéré qu'il était impossible que des tremblements de terre entraînent des destructions aussi étendues dans une même région et à peu près au même moment. La probabilité d'un tel événement est cependant désormais admise. Elle s'explique par un phénomène récemment mis en évidence. L'étude de l'activité sismique en Turquie, au cours du XXe siècle, montre ainsi que les tremblements de terre se sont progressivement déplacés vers l'ouest, le long de la faille nord-anatolienne. De 1996 à 2000, les secousses ont tué plus de 18 000 personnes et ont fait d'innombrables sans-abri. Apparemment, soit vous avez un tremblement de terre majeur qui libère d'un seul coup toute la pression qui s'exerce au niveau de la faille, soit vous avez une succession de tremblements de terre de plus faible intensité qui font tomber la pression localement pour la reporter un peu plus loin. Un peu comme une fermeture éclair qui s'ouvrirait progressivement. Selon Eric Klein, un phénomène de ce genre aurait pu se produire il y a 3000 ans. L'activité sismique se répandant non seulement le long de la vallée du Jourdain, mais également dans tout l'est du bassin méditerranéen, avec les conséquences désastreuses qu'on imagine. Dans un tel scénario, toutes les voies commerciales auraient été coupées. La famine aidant, les peuples se seraient révoltés et l'ensemble du système social de l'époque se serait alors effondré. Cette faillite soudaine de l'ordre ancien, entraînant notamment la disparition de la civilisation cananéenne, expliquerait comment les premiers Israélites seraient arrivés dans la région. Ils auraient tout simplement saisi l'occasion qui se présentait à eux. C'est un moment de l'histoire où de nouveaux groupes peuvent se faire une place dans le monde antique. Je pense que les Israélites, ou proto-Israélites si vous préférez, ont profité du bouleversement général pour s'installer dans des zones qui n'étaient pas densément peuplées. Nous sommes bien loin du récit de la Bible.
Mais si Josué et les Israélites sont arrivés de cette manière en terre promise, en s'y infiltrant, plutôt qu'en la conquérant, les archéologues devraient trouver des traces de la présence des nouveaux venus à partir de cette époque. Ils ont longtemps cherché en vain. Enfin, dans les années 1980, les fouilles effectuées sur les hauteurs d'Israël et de Cisjordanie ont commencé à livrer les informations que toute la communauté scientifique attendait. Les vestiges de centaines de petits villages d'agriculteurs ont été mis au jour. Ils ne ressemblaient guère aux ruines cananéennes découvertes jusqu'alors. Israël Finkelstein a participé à ces fouilles. Il nous emmène à Isbet Zarta, un petit village situé à 8 km au nord-est de Tel Aviv, où il a fait ses premières armes il y a 25 ans. La nature a aujourd'hui repris ses droits, mais on peut encore voir certains des bâtiments mis au jour, notamment les restes de maisons d'un genre nouveau, composés de 4 pièces bien différentes de ce qui existait avant, en terre de Canaan. Ce bâtiment ici est composé d'une cour centrale et de 2 ailes latérales. Il était flanqué de silos destinés à conserver le grain et était entouré d'un certain nombre de dépendances. Le régime alimentaire des occupants de ce site tend également à démontrer qu'il s'agissait d'Israélites et non de Cananéens. Pendant la période baptisée Âge de fer 1 par les archéologues, on ne trouve pas un seul fragment d'os de porc, un animal couramment consommé par les Cananéens, mais interdit par la Bible hébraïque. Il est très intéressant de constater, quand on examine les pratiques alimentaires des gens qui vivaient ici à l'époque Âge de fer 1, qu'ils ne mangeaient absolument pas de porc. La thèse d'un peuplement pacifique du pays de Canaan a aujourd'hui remplacé le mythe selon lequel les Israélites auraient conquis par les armes la terre promise. Fort de cette constatation, certains archéologues ont commencé à élaborer un autre scénario, qui contredit encore davantage la tradition biblique. Et si les premiers Israélites n'étaient en fait jamais arrivés au pays de Canaan? S'ils y avaient toujours vécu, tout simplement? Une telle hypothèse n'a rien d'invraisemblable à en juger par certains objets retrouvés dans les fermes à 4 pièces mises au jour dans les années 1980. S'il existe des différences nettes entre cette nouvelle culture et celle des Cananéens, on révèle également des similarités frappantes. Les archéologues ont comparé les objets de poterie retrouvés chez ces agriculteurs et ceux qui avaient été mis au jour dans des cités cananéennes. La société israélite des premiers temps apparaît à bien des égards comme un pâle reflet de la société cananéenne. Elle est moins brillante, moins sophistiquée, mais elle est fondamentalement identique. D'autres similitudes entre cultures israélites et cananéennes ont été relevées sur un site de la côte syrienne. Une collection de tablettes d'argile donnant de précieuses indications sur la religion des Cananéens a été découverte lors de fouilles à Ougarit. L'une de ces tablettes raconte notamment l'histoire d'un roi cananéen, un certain Kéret, et de ses conquêtes militaires. L'une de ses tactiques pour prendre une ville consistait à tourner autour en faisant sonner les trompettes, ce qui, comme par hasard, faisait s'écrouler les remparts. Tous ces points communs tentent à valider une nouvelle thèse, plus radicale encore, qui veut que les Cananéens et les Israélites ne soient pas seulement très proches, mais qu'ils forment en fait un seul et même peuple. Une hypothèse controversée, mais apparemment confortée par les dernières avancées de la génétique. L'ethnologue Yossi Nagar s'est intéressé au squelette des Cananéens. En comparant leur ADN à celui des habitants actuels de la région, il a pu établir que nombre de Juifs, d'Arabes, Israéliens et de Palestiniens partagent le même patrimoine ethnique. Ce qui indiquerait que leurs ancêtres israélites et cananéens formaient jadis un seul et même peuple. Les Israélites et les Cananéens sont les mêmes gens. Ce qui les sépare, ce n'est pas la biologie, mais la religion. Ce sont les mêmes personnes. Si cette nouvelle hypothèse se confirme, il faudra alors revoir totalement l'histoire de Josué et de son armée de conquérants.
Josué et ses soldats n'auraient jamais affronté et massacré les Cananéens. Pour la simple raison qu'ils étaient eux-mêmes Cananéens. Ce n'étaient pas des envahisseurs belliqueux. Ils n'ont pas mis à terre les grandes cités-États du pays de Canaan. Ils n'ont pas anéanti la population locale. La plupart des scientifiques estiment, je crois, que les Israélites étaient en grande partie cananéens. Des petits paysans chassés de leurs terres par des seigneurs, des gens qui avaient fui les cités cananéennes détruites, des gens qui tentaient de se soustraire au service militaire, d'échapper à l'impôt, et qui s'étaient réfugiés dans ces collines peu habitées à l'époque. Si les choses se sont vraiment passées ainsi, la naissance du premier État d'Israël ne s'est pas faite comme le prétend la Bible. Pas de bataille miraculeuse, ni de conquête militaire, ni même d'installation pacifique de tout un peuple. Un simple exode de paysans et de nomades cananéens vers les hauteurs de leur pays, rebaptisé plus tard Terre Promise. Mais si l'histoire de Josué et de la chute de Jéricho n'est finalement que le fruit de l'imagination de scribes hébreux, comment expliquer qu'ils aient pu l'illustrer de détails manifestement véridiques? Certains spécialistes pensent que l'arrivée au pays de Canaan a bien été vécue, mais seulement par une poignée de réfugiés hébreux, et non par l'ensemble du peuple israélite. À mon avis, cette histoire a été racontée par un petit groupe d'individus qui sont arrivés au pays de Canaan après avoir traversé le désert et qui ont dû se heurter d'une manière ou d'une autre aux habitants de la région. Lorsque ce récit a été mis par écrit, des centaines d'années plus tard, les scribes ont fait comme s'il s'agissait de l'histoire de tous les Israélites, alors que la plupart d'entre eux n'avaient jamais mis les pieds en Égypte. Les auteurs ont manifestement enjolivé les faits, ajoutant d'autres éléments, tirés de la geste du roi cananéen Kéret, du souvenir des cataclysmes des siècles précédents et de la connaissance précise qu'ils avaient de l'antique cité de Jéricho. À mon avis, ils se sont inspirés de plusieurs traditions distinctes, dont ils ont fait un amalgame. On retrouve dans cette histoire le fait que Jéricho se trouvait dans une zone d'activité sismique, et donc que ses murs tombaient fréquemment. Il est également possible qu'un homme remarquable ait vraiment existé, un personnage historique que nous appellerons Josué, faute de mieux. Si l'on mélange tous ces ingrédients, on obtient l'histoire de Josué prenant la ville de Jéricho. Peu à peu, la réalité qui se cache derrière le mythe de la bataille de Jéricho se dessine. Ce n'est pas une seule histoire, mais plusieurs. Plusieurs histoires vraies mêlées en une, imaginaire, dont la valeur n'est pas historique, mais philosophique et religieuse. Si nous analysons de trop près ce récit, en cherchant à établir la réalité historique de chaque détail, je crois que nous perdons de vue le propos des auteurs de la Bible, qui tourne ici autour du thème de la libération. La libération d'un peuple démuni qui n'avait aucun atout au départ, mais qui est devenu une grande nation. Je pense que cette histoire peut aujourd'hui encore être comprise ainsi, de manière métaphorique. C'est l'histoire d'une nouvelle terre, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle façon d'appréhender la destinée de l'homme. Peut-être est-ce là l'enseignement tragique du mythe de la prise de Jéricho par Josué. La libération de l'un ne se ferait qu'au prix de l'oppression de l'autre. La bataille imaginaire s'est en tout cas mue en un conflit terrible et bien réel, qui 2500 ans après avoir été décrit dans l'Ancien Testament, continue de faire couler le sang.